reconnaître, c'est qu'on n'a pas d'exemple concret dans la longue durée à donner pour une société libertaire. Ce qu'on cite habituellement, c'est l'exemple des kibbutz pendant une période en Israël, où on a eu des formes d'autogestion qui pourraient ressembler à une société libertaire. Puis évidemment, la grande expérience, celle sur laquelle tous les anarchistes pleurent quand ils se rencontrent, c'est l'Espagne libertaire, de 36 à 39. Puis, là, évidemment, on peut discuter longtemps de ce que ça signifie et ce qui s'est passé en Espagne. Ma lecture, c'est que entre 36 et 39, en Espagne, on a fait, non pas la preuve, mais je pense un grand nombre d'expérimentations ont été vécues, donnant beaucoup de crédibilité à l'idée qu'une société sans État, un mode d'organisation, au moins locale, puis parfois à plus grande échelle, provinciale, était possible en Espagne. Bon, maintenant, les circonstances dans lesquelles l'expérience espagnole s'est vécue étaient tellement défavorables que la démonstration faite par les Espagnols est encore plus convaincante. Hein. C'est assez extraordinaire d'avoir réussi à tenir le coup pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas, dans des circonstances qui sont celles que vous connaissez bien, c'est-à-dire attaquer par tout le monde, attaquer de l'intérieur avec très peu de moyens. Ce que je tiens à dire, moi aussi, quand je réfléchis à ces questions-là, c'est que les anarchistes ont imaginé toutes sortes de modèles possibles. Mais tous étaient conscients que c'était quelque chose qui devait s'expérimenter, c'est un idéal vers lequel on devait tendre. Moi, je n'ai pas tellement de mal à dire qu'on changera les choses en cours de route, on réajustera, on transformera nos institutions, on devra revenir sur certains principes qu'on avait admis. Ça ne m'apparaît pas très, très dommageable que de reconnaître ça. Ce que je pense aussi, c'est que les modèles les plus crédibles que les anarchistes défendaient, par exemple Kropotkin, qui a passé beaucoup de temps à lui essayer de montrer que c'était Fields Factory Workshops, dans un des livres de Kropotkin. Il prend en gros l'économie de l'Angleterre à l'époque où il écrit. Il dit voici ce qui se produit, voici la contribution des fermes, voici la contribution des usines, voici comment on pourrait organiser tout ça. Il présente tout ça d'abord comme une tentative, hein, un espoir, quelque chose vers lequel on peut tendre. Mais je pense qu'il répond à ce que je souhaitais tantôt, c'est-à-dire qu'on mette sur pied des modèles attrayants, attractifs, qui apparaissent plausibles à des gens raisonnables, première des choses. La deuxième, c'est rien que tout ça est possible sans une longue préparation. C'est ce qui s'était passé en Espagne. En Espagne, il y a eu des décennies de préparation de la guerre civile espagnole, puis une réorganisation de la société. On n'est pas là en ce moment. Malheureusement, on a très peu de modèles inspirants à proposer. En ce moment, il faut le reconnaître, on a très peu d'organisations qui préparent cette chose-là. C'est un espoir, c'est une espérance que je nourris. J'appelle ça parfois mon étoile du Nord, c'est ce vers quoi je tends. C'est peut-être l'étalon avec lequel je juge les pratiques dans lesquelles nous nous trouvons. Puisque je pense que le travail qui nous attend, c'est de montrer, par exemple, que les gens peuvent pratiquer l'autogestion dans le monde dans lequel nous vivons. Comment l'économie participative pointe dans cette direction-là. Plusieurs groupes s'en l'approprient, tentent de l'appliquer, de le mettre en œuvre. Mais je ne veux pas paraître dogmatique ou sachant. Un espoir. Et je dirais, si vous me permettez, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il sait parfaitement comment une société anarchiste sera organisée, méfiez-vous. Fuyez. Dans une revue académique sérieuse qui s'appelle Philosophy and Public Affairs, si mon souvenir est bon, dernier ou avant-dernier numéro, il y a un article d'un philosophe politique très sérieux, 50 pages détaillées, où il explique que il vaudrait beaucoup mieux tirer au sort nos dirigeants maintenant. Et il est très sérieux, il déploie la thèse longuement en disant qu'est-ce qu'on demande d'un corps élu qui va prendre des décisions pour nous, une démocratie représentative. Il dit premièrement que ce soit véritablement représentatif de la population. Deuxièmement, que ce soit insensible à la corruption par certains groupes. Et là, il évalue nos systèmes politiques en disant sur les deux plans, c'est un échec total. Il n'y a plus de représentativité, puis la corruption est pleine à plein. Alors il dit proposons autre chose, et il cite en ouverture de son texte un extrait des Politiques d'Aristote où Aristote dit « Tout le monde convient que la meilleure représentation, c'est celle qui est faite au hasard et que c'est beaucoup supérieur à la démocratie par élection. » C'est assez intéressant de voir qu'Aristote pensait tout naturellement que c'était le cas comme ça. Et il suggère des procédés, je ne sais pas si Schwartz serait intéressé à lire ça, mais il suggère des manières par lesquelles on pourrait s'assurer que ces groupes de citoyens élus soient d'abord représentatifs, prennent des bonnes décisions et soient insensibles à la corruption. Oui, alors ici, il déploie dans le détail. Il dit qu'il faut s'assurer qu'ils soient représentatifs, il faut s'assurer que le salaire qui va leur être versé est un incitatif réel, tu as le droit d'y aller, mais qu'ils ne sont pas là très très longtemps. Ils sont remplacés aux 2 ans ou aux 3 ans. Et il dit qu'il faut s'organiser pour que ces gens-là puissent consulter des experts. Lui suggérait même, de mémoire, plusieurs de ces groupes de citoyens. Un groupe de citoyens sur l'éducation, un groupe sur la politique. Je suis un grand admirateur de Condorcet. Puis il y a un théorème de Condorcet qui va dans ce sens-là. Sérieusement, on appelle ça le théorème du jury.
de Condorcet. Tu prends une pièce de monnaie, tu la lances. Si tu la lances une fois, une chance sur deux fois, mais si la pièce de monnaie est légèrement biaisée en faveur d'une des faces, plus tu vas la lancer de fois, plus tu vas être certain qu'elle va tomber sur la face qui est biaisée, en faveur de laquelle elle est biaisée. Alors, ça, c'est la base du raisonnement mathématique de Condorcet, son théorème du jury, qui disait que si tu as un groupe de gens et que chacune de ces personnes-là a une légère, ou même que la moyenne des gens a une légère tendance à dire vrai sur une question où c'est vrai ou faux, plus le nombre de ces personnes augmente, plus ils sont certains de trouver la bonne réponse. On a fait ça le théorème du jury. C'est une belle défense possible de la démocratie. Mais qu'est-ce que ça suppose, encore une fois? Avec ces gens-là aient, en moyenne, plus de chances de dire vrai sur une question donnée que faux. Donc ça suppose qu'ils soient instruits, éduqués, capables de discuter. Oui, et que c'est des experts qu'on contrôle les conflits. C'est un des résultats mathématiques les plus encourageants pour la démocratie. Excellent.